Et on passe maintenant aux protéines. Une protéine, pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'elle passe par des niveaux de structure. Le premier niveau, c'est la structure primaire. C'est l'assemblage des acides aminés les uns à côté des autres par liaison peptidique. Elle est sous le contrôle de nos gènes, de l'ADN. Dans cette structure, on rencontre des liaisons covalentes, telles que les liaisons peptidiques, qui sont des liaisons covalentes, ou des ponts disulfures, s'ils sont présents. Une fois qu'elle atteint sa structure primaire, donc, elle passe maintenant au deuxième niveau de structure, qui est la structure secondaire. Alors, dès que vous entendez structure secondaire, directement vous répondez, la structure secondaire, c'est la formation des motifs. Quels sont ces motifs? L'hélice alpha et le feuillet plessé bêta. Voici l'hélice alpha. C'est une structure sphérique debout. On dirait une spirale. C'est une spire. Alors, ces spires sont maintenues rigides grâce à des liaisons H, c'est-à-dire des liaisons hydrogènes qui se font entre les acides aminés. Donc, dans chaque spire, nous avons 6 résidus d'acides aminés. Alors, pour le feuillet bêta, il est par contre allongé. Lui aussi est maintenu rigide grâce aux liaisons hydrogènes entre les acides aminés. Quels sont les acides aminés qui ne sont pas en faveur de ces hélices alpha et bêta? Les acides aminés par exemple qui ont une même signe de charge, plus, moins. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer une force de répulsion. Il ne faut pas aussi que proline soit présente, parce qu'elle ne peut pas nous former des liaisons hydrogènes. Donc, il y a problème avec proline. Par exemple, des acides aminés aspartiques les uns après les autres, ici, ça va pas former d'hélice alpha, parce qu'il va y avoir des forces de répulsion. Donc, ils vont apparaître dans des parties de la molécule qui sont favorables, mais pas toute la molécule. Et pour les liaisons qu'on peut trouver dans la structure secondaire, nous avons liaisons hydrogène, liaisons ioniques, hydrophobes, mais l'hélice alpha et le feuillet bêta sont maintenus par les liaisons hydrogènes. Alors, une fois qu'on a atteint la structure secondaire, on passe au troisième niveau qui est la structure tertiaire. Imaginez la molécule dans la structure primaire. Elle était une très longue molécule. Dans la structure tertiaire, elle va se pelotonner et devient de plus en plus compacte et va nous former de quelque sorte une boule. Et dans la structure tertiaire, vous allez trouver toutes les liaisons faibles et fortes. Fortes comme par exemple les ponts des sulfures. Maintenant, si ma molécule s'arrête dans la structure tertiaire, par exemple la myoglobine, elle est faite d'une seule chaîne. Elle atteint la structure tertiaire, puis elle continue son travail. Par contre, si ma molécule est faite de plusieurs sous-unités, c'est-à-dire plusieurs chaînes, ici, elle sera obligée de passer au quatrième niveau de structure, qui est la structure quaternaire, qui est l'assemblage des sous-unités les uns avec les autres, et me former la protéine fonctionnelle qui peut travailler. Maintenant, je vais passer aux méthodes d'étude des protéines. Les protéines sont différentes par rapport aux peptides et aux acides aminés. Ce sont de grosses molécules. Première méthode, c'est la chromatographie échangeuse d'ions. C'est la même chose, point par point, que ce qu'on avait vu avec les acides aminés. Il y a l'échangeuse de cations et d'anions. Une seule différence et l'unique, c'est dans la résine. Les résines, elles ne seront pas identiques. C'est très normal parce qu'un acide aminé est petit par rapport à une protéine. C'est pour ça que je ne vais pas la expliquer. Je passe directement à la chromato-d'exclusion-diffusion. Alors, vous allez voir que le principe se diffère un peu. Cette méthode permet de séparer les protéines en fonction de leur poids moléculaire. Attention, la chromato-échangeuse d'ions sépare les protéines en fonction de leur pHI. La chromato-d'exclusion-diffusion en fonction de leur poids moléculaire. D'où son nom d'exclusion-diffusion, on comprend qu'il y aura des molécules qui seront exclues et il y a des molécules qui vont diffuser. J'ai toujours une colonne chromatographique et j'ai des billes qui sont une sorte de résine remplie de gel. Et ces billes possèdent des trous. Et ces trous ont des diamètres. Après, en fonction de ce qu'on va séparer, on va choisir tel ou tel diamètre. J'ai mon mélange de protéines qui contient les grosses molécules colorées en rouge et j'ai les moyennes colorées en vert et j'ai les petites molécules colorées en bleu. Donc, j'ai 3 populations de protéines que je veux séparer en fonction de leur poids moléculaire. Donc, je verse mon mélange des 3 types de protéines dans la colonne.
qu'est-ce qui va se passer? Comme les grosses molécules ont un volume élevé par rapport au port des molécules de ces billes, elles vont rapidement tomber les premières. Les verts, elles ne sont pas aussi grosses que les rouges. Elles vont essayer quand même d'entrer dans les billes, mais elles ne peuvent pas, parce que le diamètre des billes est inférieur. Donc, elles vont tomber en deuxième position. Et il nous reste les bleus, parce qu'elles sont petites par rapport au port des billes, donc elles peuvent pénétrer. Et elles sont retardées par rapport aux premières et deuxièmes populations. Et elles sont tombées les dernières. Donc, pourquoi on avait dit exclusion des fusions? Quelles sont les molécules qui ont été exclues ici? Ce sont les grosses molécules, les rouges. Elles sont rapidement tombées les premières. Quelles sont les molécules qu'on diffusait à travers les pores? Ce sont les petites molécules. C'est pour ça qu'elles sont sorties en dernier lieu. Passons au type suivant. C'est la chromatodaffinité. Elle se base sur l'interaction ou les liaisons que peut avoir une molécule par rapport à une autre. Exemple, un antigène et un anticorps. Il n'y a qu'un seul antigène qui se fixe à un seul anticorps, n'est-ce pas? Ou si je prends la glucokinase et le glucose, c'est le seul qui va se fixer sur la glucokinase, l'enzyme. Le glucose est phosphorylé par la glucokinase. L'enzyme de glucose est la glucokinase. Si je mets le fructose avec la glucokinase, elle va pas le transformer parce que le fructose, c'est pas son substrat. C'est ça le principe de la chromatodaffinité. Bon, ici, j'ai ma colonne chromatographique, je la remplis avec le glucose, j'ai un mélange de protéines contenant la glucokinase et moi, je veux purifier ou séparer la glucokinase de ce mélange. Donc, je remplis ma colonne avec du glucose, j'apporte le mélange, puis je le verse dans la colonne. Qu'est-ce qui va se passer? La glucokinase reconnaît son substrat qui est le glucose et elle va se fixer et me former un complexe glucokinase-glucose. Les autres protéines qui n'ont pas un site pour fixer, ils restent dans la colonne. Pour me débarrasser de ces protéines-là, je fais plusieurs lavages jusqu'à ce que je me débarrasse de toutes les protéines. Et à la fin, il me reste les complexes glucose-glucokinase. Finalement, je vais jouer sur les liaisons entre glucose et glucokinase. Je peux jouer sur la température, je peux jouer sur le pH. L'essentiel, il faut que je casse la liaison entre le glucose et la glucokinase afin de dissocier le complexe et libérer ma glucokinase. La chromatodaffinité est beaucoup plus sensible. Elle me permet une meilleure séparation des protéines. Passons à la technique suivante. L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide est en présence de SDS. D'abord, c'est quoi le SDS? C'est le doclésulfate de sodium. Voici sa structure. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a une tête chargée négativement. C'est un agent dénaturant. On va voir beaucoup d'agents dénaturants. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons une protéine. Voici sa structure. Elle a la structure tertiaire, compacte, sphérique. Moi, je ne veux pas séparer cette protéine en fonction de sa charge, mais je veux la séparer en fonction de sa taille. Quel est l'intérêt de faire ça? Cette méthode me permet de connaître le poids moléculaire de plusieurs protéines sans passer par la charge. Ce SDS soulève la barrière de la charge. Comment? Donc, j'ai une protéine. Je vais chauffer cette protéine-là pour la dénaturer afin de l'ouvrir et enlever toutes les liaisons simples. Et je vais rajouter bien sûr le doclésulfate de sodium, le SDS. Il va couvrir toute ma molécule de telle sorte qu'elle va se charger en entier d'une charge négative. Pourquoi? Parce qu'elle est chargée négativement. Maintenant, dès que je mets ma protéine dénaturée, couvrée d'SDS dans l'électrophorèse, elle se dirige vers le pôle positif. Donc, je vais plus parler de plus au moins. Toutes les protéines qui ont subi l'action de SDS, elles vont toutes se diriger vers le pôle positif. Donc, avec cette stratégie, je me suis débarrassé du problème de la charge. Et cette méthode est faite avec toutes les protéines présentes dans mon mélange. Donc, toutes mes protéines maintenant sont chargées négativement. Toutes vont se diriger vers le pôle positif, appelé l'anode. Voici mon dépôt. Et voici le pôle positif. Toutes mes protéines vont se déplacer ici. Mais elles vont pas se déplacer en fonction de leur charge, parce qu'ils sont tous chargés négativement, mais en fonction de leur poids moléculaire. C'est-à-dire les plus légères vont se déplacer plus loin. Les moyennes, on va les trouver au milieu. Et les plus lourdes, les grosses, seront à proximité du dépôt.
C'est ce qu'on appelle l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide et en présence de SDS. Le résultat de cette technique de façon générale, c'est l'inverse de quelle technique? Très bien, c'est l'inverse de la chromato-d'exclusion-diffusion. Les grosses sortent les premières, après les moyennes, puis les légères. L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide, en réalité, elle me permet de séparer les protéines en fonction de leur poids moléculaire. C'est le premier intérêt de la méthode. Deuxième intérêt, suivez bien. J'ai deux types de protéines. J'ai une protéine formée de deux sous-unités et j'ai une protéine formée d'une seule sous-unité. Donc, monomérique, une seule unité, et dimérique, deux sous-unités. Normalement, je ne suis pas censé connaître ça. Moi, normalement, à la fin, voilà ce que j'obtiens. Et voilà ce que j'interprète. Donc, j'ai deux protéines. L'une formée de deux sous-unités et l'autre formée d'une seule sous-unité. Cette protéine contient un pont des sulfures, l'agent dénaturant qui coupe le pont des sulfures appelé le bêta-mercaptoéthanol. Donc, on a ajouté le bêta-mercaptoéthanol aux deux protéines s'étant jamais possédant un pont des sulfures. Et nous avons mis bien sûr le SDS pour qu'il les charge négativement. Bon, on laisse agir et après on met nos protéines dans l'électrophorèse et on obtient ce résultat. Normalement, on n'a pas vu ça. Normalement, on voit ça. Le résultat de la première protéine et le résultat de la deuxième protéine. Et je trouve que la première protéine a deux bandes de différentes tailles. Parce que, attention, s'ils sont de même taille, ils vont être superposés. Et la deuxième protéine, on trouve qu'elle a une seule bande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette protéine est formée de deux sous-unités et cette protéine a une seule sous-unité. On peut dire que cette protéine est constituée de deux sous-unités qui ont le même poids moléculaire. Comme je vous ai dit, comme ils ont le même poids moléculaire, ça me donne une seule bande. Alors ici, je suis obligé de faire la chromato-d'exclusion-diffusion. Elle va me donner le poids réel de ma molécule. Par exemple, cette protéine, je l'ai séparée par chromato-exclusion-diffusion et elle m'a donné un poids moléculaire de 40. Suivez bien. Et quand j'ai fait l'électrophorèse avec gel de polyacrylamide, j'ai trouvé une seule bande, d'où son poids moléculaire égal à 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien, bravo. C'est-à-dire que cette protéine est faite de deux sous-unités et que chaque sous-unité, son poids moléculaire égal à 20. 20 fois 2, ça me donne 40. J'obtiens le poids moléculaire qui m'a été donné par exclusion-diffusion. C'est pour vous dire que l'électrophorèse toute seule, elle ne me donne pas le résultat complet, mais les deux méthodes se complètent. Parce que dans la chromato-d'exclusion-diffusion, je peux obtenir un poids moléculaire égal à 40. Mais je ne pourrai jamais savoir si ma protéine est formée ou non de sous-unités. Quand est-ce que je peux savoir que ma protéine est formée de deux sous-unités ou non? Lorsque je fais une électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Méthode de dosage des protéines. En réalité, ces protéines, on les dose. D'ailleurs, dans les labos d'analyse, ils vont vous faire des dosages des glucides, lipides, protéines et tout. Principalement, nous avons trois types de dosage qui se basent sur toujours votre échantillon à doser et le réactif de chaque méthode. On obtient un précipité de coloration X qu'on va mesurer au niveau du spectrophotomètre. Chacun sa propre longueur d'onde et tout. Ne vous cassez pas trop la tête, parce qu'ils sont en général des TP. Pour les pharmaciens, vous allez voir ces TP en 4e année. Bon, cette méthode n'est pas spécifique, parce qu'elle réagit avec n'importe quelle liaison peptidique. Lowry est plus spécifique que Biuret, mais Bradford, c'est la meilleure méthode de dosage des protéines. Elle utilise le bleu de Comas. Toutes ces méthodes donnent un précipité d'une certaine couleur et cette coloration va être mesurée au niveau du spectrophotomètre. Propriétés des protéines. Propriétés ioniques. L'électrophorèse classique, c'est-à-dire si la protéine est chargée positivement, elle va se diriger vers la cathode. Si elle est négativement, elle va diriger vers l'anode. Ici, la charge totale de ma protéine est nulle, elle va rester à sa place, c'est-à-dire ne maigre pas. Il y a aussi l'électrofocalisation. Elle est beaucoup plus spécifique et elle va vous donner le PHI. Par exemple, dans l'électrophorèse classique, quand est-ce qu'on va connaître le PHI? C'est quand je mets ma protéine et elle ni bouge ni migre. C'est-à-dire ici, pH de milieu égale à PHI. Donc, si je veux pas trop casser la tête, je l'utilise. Mais je vais préparer plusieurs solutions à plusieurs pH.
jusqu'à ce que je trouve où ma protéine ne bouge. Et à ce niveau-là que je trouve mon PHI. Elle me demande beaucoup plus de travail et de préparation. L'électrofocalisation, par contre, c'est comme le gel de polyacrylamide et l'SDS. On met un gradient de pH. Nos protéines ont une seule charge. Ils vont se déplacer en fonction de leur pH. Donc, la protéine, elle marche, elle marche, elle marche. Quand elle arrête de marcher, c'est au niveau-là son PHI. Donc, l'électrofocalisation permet d'obtenir le PHI des protéines avec précision. J'ai ici un gradient de pH. Les protéines vont migrer. Et quand elles arrivent à leur PHI, elles vont arrêter de migrer, de bouger. Alors, la solubilité des protéines. Les protéines en général sont solubles selon les acides aminés qui les constituent. Plus j'ai des acides aminés solubles, plus ma protéine sera soluble et vice-versa. Cependant, la solubilité peut être touchée ou affectée par trois facteurs: concentration en sel, pH et température. Je commence par le plus simple, le pH. Voici la courbe. On a la solubilité en fonction de pH. Qu'est-ce que vous remarquez? La solubilité au pH extrême, c'est-à-dire à pH très acide ou à pH très basique, la protéine est soluble. Sa solubilité diminue dans la valeur de son PHI. Pourquoi? On a une charge nulle. Ça ne lui permet pas de contracter des liaisons avec les autres molécules. Par contre, à pH très acide, elle est chargée positivement et à pH très basique, elle est chargée négativement. Ça lui permet de contracter des liaisons. Par contre, ici, sa charge est nulle. Donc, la solubilité est minimale au PHI des protéines. Deuxième point, la température. Vous savez tous, quand vous faites frire les œufs, au début, l'œuf est liquide. Après, il devient solide. Après, on le détruit complètement, c'est-à-dire dénaturé de manière irréversible. Ici, c'est la même chose. J'ai ma protéine, je commence à chauffer, nos protéines commencent à s'ouvrir. L'ouverture est due aux liaisons faibles qui se dissocient. C'est pour ça notre molécule a perdu sa forme sphérique. Après, je continue à chauffer. Je ne fais que chauffer. Je chauffe, je chauffe, je chauffe. Les protéines vont essayer de se rassembler, de former un réseau et pour maintenir le maximum d'eau possible. Après, on continue à chauffer, à chauffer, à chauffer. C'est bon. Ici, on a dénaturé totalement notre protéine. Elle est devenue solide, comme le cas du blanc d'œuf. Alors, l'effet des sels. Donc, toujours la solubilité en fonction de la concentration en sel. Ici, au départ, la solubilité augmente, augmente, augmente. Après, arrivé à un certain temps, elle commence à diminuer jusqu'à ce qu'elle précipite. Ici, la protéine a précipité. Donc, cette courbe, je peux la diviser en deux. Ici, la première partie, ce qu'on appelle le salting in, c'est-à-dire la protéine est soluble. Et la deuxième partie, le salting out. C'est la précipitation de la protéine, c'est-à-dire nous avons une protéine insoluble. Donc, comment expliquons ce phénomène? Au début, nous avons la protéine en présence d'eau. Et ici, on a la concentration en sel. Au début, la concentration en sel est faible, n'est-ce pas? Mais, au fur et à mesure, on va augmenter cette concentration en sel. Au début, lorsque la concentration en sel est faible, il n'y a aucun problème. La protéine est soluble, sans aucun problème. Mais lorsque le sel devient important, la protéine commence à devenir moins soluble. Ici, il va y avoir une compétition entre les protéines et les sels pour les molécules d'eau. Chacun veut obtenir les molécules d'eau pour qu'ils restent solubles. Et dans cette étape de précipitation, les sels sont devenus plus nombreux par rapport aux protéines. Donc, les sels vont prendre toutes les molécules d'eau, laissant les protéines sans eau. Et c'est pour cela qu'ils vont se précipiter. C'est ce qu'on appelle le salting out, ou la précipitation des protéines. Pourquoi elles précipitent? Parce qu'elles ne trouvent plus de molécules d'eau. Toutes les molécules d'eau ont été prises par les sels.